Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Coincé entre les règnes de son père Henri IV et celui de son fils Louis XIV, Louis XIII ne fait pas partie des rois emblématiques de notre histoire. Et si on évoque son action, c'est souvent au travers de la personnalité de son célèbre ministre Richelieu. Pourtant, Louis le Juste sera le précurseur en bien des points de la politique menée par son fils, le roi Soleil. Louis n'a que 8 ans quand son père Henri IV est assassiné par Ravaillac. Une épreuve douloureuse pour cet enfant solitaire et renfermé qui adorait son père. La régence est confiée à sa mère, Marie de Médicis, qui n'a guère d'affection pour lui. Celle qu'Henriette d'Entragues, la maîtresse d'Henri IV, appelait ironiquement la grosse banquière, Il a dit, elle est forte, celle-là. va mener une politique à l'opposé de celle de son mari. Elle se rapproche de l'Espagne catholique des Habsbourg, prend des mesures contre les protestants, mais doit faire face aux conspirations de certains grands du royaume, dont le prince de Condé. Pour cette raison, Louis se déclare majeur, et donc en âge de gouverner, même s'il doit accepter la présence de sa mère à ses côtés. Pour affirmer le pouvoir royal et éviter un affrontement avec la noblesse du royaume, elle convoque les États généraux en 1614, les derniers avant ceux de 1789. Même si les débats ne donnent guère de résultats, ils marquent cependant les débuts prometteurs d'un jeune évêque, Armand Duplessis, futur cardinal de Richelieu, dont les capacités intellectuelles vont séduire Marie de Médicis, qui le nomme grand aumônier auprès de la future reine Anne d'Autriche. En 1615, conformément au traité avec l'Espagne de 1612, Louis épouse Anne d'Autriche, du même âge que lui, fille du roi Philippe III. Mais la nuit de noces se passe mal. Traumatisé, il va refuser d'avoir des relations intimes avec elle pendant 4 ans. Ses rapports avec les femmes en général ne sont pas meilleurs, surtout qu'il est complexé par son bégaiement. Il préfère la compagnie des hommes pour des activités physiques. N'allez surtout pas imaginer des choses. Comme son père, il a le goût de la chasse et de la guerre. Le duc de Luynes, son favori, va lui redonner envie de retrouver sa femme dans le lit conjugal, et même d'y prendre du plaisir. Un revirement de courte durée après une deuxième fausse couche suite à une chute où elle courait dans la galerie des glaces. Il lui reproche son manque de prudence et leur relation se dégrade à nouveau, surtout qu'il n'y a toujours pas d'héritier au trône. Mais il doit bientôt remplir ses devoirs de monarque. Son mariage
et celui de sa sœur Élisabeth avec le dauphin d'Espagne sont loin de faire l'unanimité. De plus, Marie subit l'influence de son conseiller italien, l'arrogant Concino Concini, et de sa femme, Leonora Galigai, deux personnages impopulaires et cupides que la reine-mère couvre de richesses et de faveurs. Cet abus de pouvoir et d'immoralité pousse le roi à s'opposer à sa mère. Toujours conseillé par le duc de Luynes, il valide l'assassinat de Concini, devenu le maréchal d'Ancre. Il tombe dans une embuscade en se rendant au Louvre, où il est poignardé à mort le 24 avril 1617. Quant à sa femme, elle est accusée de sorcellerie et décapitée. Pour dire à quel point il était détesté, on va même jusqu'à déterrer son cadavre, le dépecer et brûler ses restes. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Avec ce coup de force, Marie de Médicis est exilée au château de Blois. Richelieu tombe lui aussi en disgrâce et rejoint la reine à Blois avant de se retirer dans son château de Richelieu. Mais 2 ans plus tard, elle parvient à s'enfuir de sa prison de manière rocambolesque en utilisant une échelle. Elle rejoint des forces rebelles et va se soulever par 2 fois contre son fils avec les grands du royaume. La coalition nobiliaire est défaite à la bataille des Ponts de Cé le 7 août 1620. Louis XIII se réconcilie avec sa mère grâce à la médiation de Richelieu. Pour éviter qu'elle ne complote de nouveau, il l'autorise à revenir à la cour où elle fait partie du Conseil du roi. Conseil que Richelieu ne rejoindra qu'en 1624, car Louis n'a pas oublié l'épisode amer avec Concini. À partir de cette date, une étroite collaboration va naître entre le roi et le cardinal, au point que Marie supporte de moins en moins l'ascendance du ministre sur le roi. Elle compte sur le parti des dévots pour faire tomber celui qu'elle a amené vers le pouvoir. Dans un premier temps, Louis XIII semble vouloir céder à ses exigences. Mais le 11 novembre 1630, au Palais du Luxembourg, et en présence du cardinal, elle met en demeure son fils, blême et muet de stupeur, de choisir entre elle et lui. Après cet ultimatum, elle pense avoir gagné la partie et que Richelieu va démissionner. Mais le soir même, le roi le convoque à Versailles pour lui annoncer qu'il lui renouvelle sa confiance. Entre raison d'État et piété familiale, Louis XIII n'a pas hésité à sacrifier sa mère. Cet épisode passera à la postérité sous le nom de Journée des dupes. Marie partira pour un 2e exil, définitif cette fois, où elle fera le tour des cours européennes tout en continuant de comploter contre le ministre jusqu'à sa mort en 1642. Sa mère écartée, Louis XIII et Richelieu vont pouvoir travailler à la grandeur de la France. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Maintenant, place à mon coup de cœur.
Un coup de cœur nostalgique de mon enfance avec Le Capitaine, film de 1960 réalisé par André Hunebelle avec Jean Marais et Bourvil, déjà réunis un an plus tôt avec le succès du Bossu. Les années 60 sont l'âge d'or des films de KPDP à la française, avec Jean Marais bien sûr, mais aussi des acteurs comme Gérard Barret. 1616, le jeune roi Louis XIII a 15 ans et est en âge de gouverner, mais il est toujours sous la tutelle de sa mère, Marie de Médicis, elle-même influencée par Concino Concini, un Italien qu'elle a fait nommer Premier ministre. Encouragé par sa femme, Leonora Galigai, il rêve de prendre le pouvoir. Pour arriver à ses fins et déstabiliser le royaume, il a engagé des hommes de main, commandés par l'infâme Rinaldo, qui sème la terreur dans le pays. Le chevalier François de Capestan, témoin de ces exactions et qui a échappé à la mort grâce à une mystérieuse jeune femme, est mandaté par sa province pour demander au roi de prendre des mesures contre cette insécurité. En chemin pour Paris, il délivre Cogolin, un baladin, qui s'est fait détrousser par des bandits et qui devient son ami. Plus tard, il reconnaît sa bienfaitrice, dont le carrosse a été attaqué par des bandits, mais ne peut empêcher son enlèvement. Arrivé au Louvre, il est reçu par Concini, qui lui reproche son intervention. La femme arrêtée n'est autre que Gisèle d'Angoulême. Elle fait partie d'une conspiration contre lui, menée par son père le duc Charles, qui veut aussi destituer le jeune roi. Refusant de s'allier à Concini, celui-ci tente de le faire arrêter, mais il réussit à s'échapper. Aidé de Cogolin, qui va jouer les espions à la cour, il va tout mettre en œuvre pour sauver Gisèle, dont il est tombé amoureux. Je vais m'arrêter là et vous invite à voir le film en entier. De l'action, une dose d'humour, un duo complémentaire entre le bondissant Jean Marais et le maladroit mais touchant Bourvil. Tous les ingrédients d'un divertissement familial. À noter en prime la célèbre scène de l'escalade du château de Val par Jean Marais. Merci à vous de m'avoir suivi et avec moi, continuez l'histoire. Salut!